Vous êtes sur RTL. Guten Tag und guten Abend. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Amandine Bégaud. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France, votre nouveau rendez-vous du vendredi soir sur RTL. Le principe est simple, chaque semaine on débriefe l'actualité, votre actualité avec les correspondants de la presse étrangère ici en France. Ils sont italiens, allemands, britanniques, espagnols, américains, brésiliens ou encore chinois et ils vivent ici. Ils nous donnent leur point de vue sur ce qu'il se passe chez nous. On jouera aussi au jeu des comparaisons. Comment ça se passe chez eux? Font-ils mieux ou moins bien? Ils nous livrent un autre regard, traquent nos petites manies et nous aident à mieux comprendre la France, tout ça bien sûr avec le sourire. Avec nous ce soir Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Bonsoir. Paolo Levi, correspondant à Paris de l'agence italienne ANSA. Buonasera. Guten Abend, Birgit Holzer. Je travaille pour plusieurs journaux régionaux allemands. Buenas tardes, Juan José Dorado, corresponsal pour plusieurs journaux aussi espagnols à Paris. Merci à tous les quatre d'être là pour ce numéro d'Ils refont la France. Au programme cette semaine, Marseille et les annonces d'Emmanuel Macron, la rentrée scolaire. On se demandera si le système éducatif français est vraiment si mauvais que certains le disent. Les résultats inquiétants d'une étude internationale sur le niveau des élèves français en mathématiques. 0 pointé pour les petits français en maths. Nos enfants ne sont pas très bons et nous on n'est pas très bons non plus. Ça fait qu'empirer. Une note de la direction. Dans Ils refont la France, les Français et la conduite aussi, alors que Paris est passé cette semaine aux 30 km/h. Et puis comme chaque semaine, l'idée qu'on pourrait leur piquer, coup de projecteur sur une initiative à l'étranger, qu'on pourrait ou pas d'ailleurs dupliquer ici en France cette semaine, une brigade anti-chewing-gum. Oui, ça existe. Voilà le programme, Ils refont la France, épisode 2, c'est parti. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Et on commence avec le fait de la semaine. Plus de 8 millions d'euros pour équiper les policiers de Marseille. Un nouvel hôtel de police pour 150 millions d'euros. 20 millions d'euros sont actuellement investis dans le département pour la politique de la ville. 17 pour la seule ville de Marseille. 169 millions d'euros sont sur la table pour les réhabilitations de la Timone. 50 millions d'euros supplémentaires pour le pôle mère-enfant. Emmanuel Macron à Marseille, le chef de l'État achève ce soir une visite de 3 jours dans la cité phocéenne. On va revenir bien sûr dans un instant sur ces annonces et ces millions, ce grand plan dévoilé hier. Mais d'abord, que dit-on de Marseille dans vos pays respectifs? C'est quoi, le Chicago français ou une destination touristique? Richard Verly par exemple? Écoutez, le dernier article que j'ai écrit, c'était pour dire que c'était surtout une ville symbole aujourd'hui pour Emmanuel Macron, parce qu'une ville en très mauvais état, une ville qui a un énorme besoin d'autorité, une ville où la population demande à l'État d'intervenir, donc pour lui c'est vraiment du pain béni. Il arrive, on l'a entendu, les euros pleuvent, les millions d'euros pleuvent sur Marseille, donc non, c'est pas le Chicago français, c'est plutôt une ville en détresse, avec un président qui va l'utiliser pour se mettre en avant. Brigitte, en Allemagne, on connaît Marseille? Oui, bien sûr, on connaît Marseille. On en a parlé aussi quand c'était la capitale de la culture, mais on connaît aussi les problèmes. Moi, la dernière fois que j'en ai parlé, c'était effectivement pour parler des problèmes de drogue, pour parler de la criminalité. Mais ce qui me frappe maintenant, c'est effectivement ce qu'on vient d'entendre, que c'est l'homme providentiel qui vient et qui va arranger tous les problèmes, alors qu'il a dit il y a quelques années qu'il n'est pas le Père Noël. Mais c'est un peu ce qui me vient à l'esprit. Peut-il ou non y arriver? On va voir ça dans un instant. Mais Juan José, en Espagne, qu'est-ce qu'on se dit de Marseille? On connaît Marseille. On connaît Marseille, on connaît l'Olympique de Marseille et la Bouillabaisse, bien sûr. Il n'y a pas que ça aussi? Non, il y a d'autres choses, bien sûr. Mais la première chose que j'ai dû faire, c'est expliquer pourquoi il faut investir des milliards à Marseille. Et je dis ça parce qu'on s'est dit, mais attendez, Marseille, on m'a dit, mes interlocuteurs à la rédaction, mais Marseille n'est pas la deuxième ville de France? Oui, bien sûr. Alors comment ça se fait que la deuxième ville de France, un pays du G7, du Conseil de sécurité, est dans cet état de délabrement, qu'il faut y aller, encore une fois, dirais-je, puisque ce n'est pas la première fois qu'un Premier ministre ou qu'un président va à Marseille et qui promet beaucoup de millions. Donc il a fallu expliquer comment, effectivement, ça n'existe pas en Espagne, des villes dans cet état-là? Mais regardez autour de vous. Je ne vois pas Porto dans le même état de délabrement au Portugal que Marseille l'est à Paris. Je ne vois pas non plus Barcelone dans cet état. Je ne vois pas Amsterdam ou Rotterdam dans cet état. Et si on part du côté de l'Italie, il y a Milan, mais c'est pas dans le même état. Donc il a fallu expliquer, mais vous parlez bien de la deuxième ville de France. Hein. Et oui, c'est la deuxième ville de France. Et c'est ça qui est le plus surprenant. Pas qu'on doit investir en santé, en sécurité, en mal logement, en école. Non, c'est que ça se passe dans la deuxième ville de France. Et pourquoi pas à Marseille? Pourquoi pas à Bordeaux? Pourquoi pas à Lyon? Pourquoi pas à Nantes? Paolo Levi.
Écoutez, c'est C'est le Naples incompréhensible. français, par exemple, Marseille ou non? Mais non, c'est 1000 fois pire que Naples, Marseille. Naples, 1000 fois pire que Naples Naples. est une ville qui est en train de vivre... Ça fait rire les autres. Hein. Non, mais parce qu'il y a le cliché de Naples. Mais Naples, si vous y allez depuis 20 ans, elle est en train de vivre une renaissance époustouflante, justement. Et c'est une ville qui, bien sûr, il y a encore aujourd'hui dans les quartiers nord de Naples des problèmes de criminalité très, très lourds. Mais le centre-ville de Naples et Naples en général, toute la côte autour de Naples, est en train de vivre une renaissance incroyable. Et les Italiens sont choqués c'est devenu de voir Marseille une comme des ça. premières destinations touristiques italiennes. On y va des 4 coins du monde. Et non, Marseille, c'est pas comparable, c'est beaucoup pire. Mais cela est une chose fantastique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une marge de progression dans cette ville folle. C'est un puits de pétrole. Les Français sont assis sur un puits de pétrole extraordinaire qui s'appelle Marseille et ils ne le savent pas. Vous avez une ville sensationnelle. Moi, j'ai eu la chance d'y passer de longues périodes en 2013 quand elle était devenue capitale européenne de la culture et je peux vous assurer que c'est une minière d'or parce qu'aujourd'hui, après la pandémie, ces grandes villes globalisées, genre Paris, genre Londres, genre New York, elles sont un petit peu mal en point. C'est justement des villes plus proches de la nature. Et Marseille, avec derrière cet arrière-pays époustouflant, les calanques à côté, la Méditerranée grande ouverte en face. Mais qu'est-ce que vous attendez pour la relancer? C'est une pépite unique en Europe. Et Barcelone est un exemple à suivre. Suivez l'exemple aussi d'autres villes méditerranéennes ou presque genre Lisbonne, genre Naples. C'est une minière d'or et il faut absolument miser sur Marseille. On a entendu Emmanuel Macron égrener ces millions, 1,5 milliard d'euros, hein, on le rappelle au total. Ça va suffire ça, Richard Verly? Ce qui est difficile à expliquer, c'est surtout où va l'argent à Marseille, parce que c'est la question naturellement qui se pose quand on regarde la France vue de l'étranger, parce que quand même, tout le monde voit l'état des infrastructures marseillaises. Encore une fois, moi je ne crois pas du tout que Marseille soit une ville en si mauvais état, parce que quand vous la connaissez bien, il y a des quartiers qui vont bien, il y a une économie qui va bien, et la culture il y a dont des on entreprises, parlait. il y a eu la capitale européenne de la culture. Par contre, il y a une vraie interrogation, c'est où va l'argent dans les services publics à Marseille? Je pense à ce que tout le monde connaît, c'est la question des ordures, parce que ça, tous les téléspectateurs d'Europe ont vu les ordures s'amonceler. Je signale, pas seulement à Marseille, il y a eu des cas en Italie aussi. Mais clairement, il va falloir maintenant qu'Emmanuel Macron assure à ses interlocuteurs européens que cette fois, il sait que l'argent sera bien utilisé. Paolo. Non, je voulais rajouter que Marseille est une ville qui a l'avenir devant elle. Et en plus, je vous le dis, dans mon entourage d'Italiens qui vivaient à Paris, rien que dans ces derniers 6 mois, j'ai eu le coup de fil de 3 amis, tous les 3 déménagent de Paris à Marseille parce qu'ils n'en peuvent plus de Paris et ils ont déménagé à Marseille et ils sont hyper contents. Et donc c'est une ville qui a un grand avenir devant elle, je pense. Ça fait rêver Marseille, il ne faut pas la délaisser. C'est Marseille de Plus belle la vie presque que vous nous décrivez. Je ne sais pas si dans vos pays on regarde Plus belle la vie. Droit au but. Juste, Emmanuel Macron, on le disait, a passé 3 jours sur place. Écoutez ce que disait hier l'un de ses principaux opposants, Jean-Luc Mélenchon, c'était sur RTL. Je ne vais pas tourner autour du pot. Il est en campagne électorale. Plus personne ne se demande comment il se fait que c'est un président de la République qui tout d'un coup remplace le maire, le président de région, le président du conseil départemental. C'est lui qui décide. Il y a un côté, bon, moi qui m'insupporte, il y a peut-être des gens qui adorent ça, qui est monarchique et surtout qui est, il faut bien comprendre la mentalité des Marseillais, qui est exaspérante. Un président en campagne ou un président au travail, est-ce que ce serait normal, vu de chez vous, comme ça, qu'un président est sur le terrain aussi proche? Juan José, pas vraiment, en Espagne. parce que l'Espagne est un pays extrêmement décentralisé, comme l'Allemagne par exemple, et donc qu'un président aille faire des annonces et j'amène 1,5 milliard derrière moi dans les valises, c'est vraiment pas notre cas. Et Paolo disait tout à l'heure qu'il parlait de Barcelone. Fin des années 80, début des années 90, Barcelone était dans un état lamentable. Il y a eu les Jeux Olympiques de 92 et l'Espagne, le gouvernement central a investi dans cette ville qui a été complètement transformée et qui est la ville qu'on connaît aujourd'hui. Donc effectivement, non, nous ne voyons pas notre président arriver pour dire voilà 1,5 million et c'est moi qui décide. Richard Verly. Oui, je crois en revanche que il c'est est en pas... campagne. Oui, bien sûr, et c'est pas étonnant, vu de l'étranger en tout cas, vu par ceux qui suivent l'actualité française, tout le monde a compris qu'Emmanuel Macron est en campagne. Donc le voir à la française arriver à Marseille et faire pleuvoir les millions d'euros... C'est à la française comme ça d'arriver quelque part et de faire pleuvoir les millions d'euros? Écoutez, vous avez d'autres exemples?
Non. Alors voilà, c'est à la française et c'est comme ça qu'on fait campagne. Un mot, Et Brigitte? c'est pas la première fois aussi, c'est pas le premier plan pour Marseille. Donc Non. c'est ça qui étonne aussi. C'est français cette impuissance justement ou pas? Ces millions, je sais pas si c'est français, mais on voit aussi le problème des banlieues, par exemple des grandes villes. Donc c'est la même chose, il y a des plans et des plans et des plans, et après on voit pas vraiment comment ça peut s'améliorer. Et du coup maintenant il arrive à beaucoup d'ambition, comme c'est sa manière de faire, mais on va peut-être en parler dans quelques années. Paolo, l'impuissance comme ça de l'État, c'est français? Écoutez, moi je suis en poste ici à Paris depuis 12 ans déjà, et presque tous les présidents faisaient ces missions à Marseille comme s'ils allaient à l'étranger. C'est vrai, on va à Marseille pendant 3 jours, on s'installe à Marseille comme si c'était un corps détaché du reste de la France parisienne. C'est la France, c'est chez nous, c'est chez vous. Donc Marseille, c'est nous, c'est vous. Donc on va pas, il faudrait s'en occuper tous les jours. Et une chose, je pense, une urgence, c'est l'état pitoyable dans le centre-ville du logement. Il y a eu 8 morts, dont une jeune italienne il y a quelques années. Il faut absolument refaire un plan pour remettre en état ces logements insalubres qui sont indignes d'une ville européenne. On marque une toute petite pause sur RTL, vous restez avec nous. Ils refont la France continue, bien sûr. Dans un instant, c'est le mot de la semaine. Rentrez, à tout de suite. RTL, ils refont la France. Avec Amandine Bégaud. Amandine Bégaud. Good evening. Ils refont la France sur RTL. Et avec nous ce soir, je vous le rappelle, Brigitte Holzer, journaliste allemande, Richard Verly, correspondant du journal Le Temps en Suisse, Juan José Dorato, journaliste espagnol, et Paolo Levi, correspondant de l'agence de presse italienne ANSA. On va parler de la rentrée scolaire et de l'école ici en France dans un instant. Avant cela, Richard, vous vouliez revenir sur ce déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille, 3 jours, on l'a dit. Ce qui est frappant, vous disiez, vu de l'étranger, c'est qu'il y va. Oui, vous nous demandiez ce que les étrangers voient. Ils voient un Emmanuel Macron qui a une énergie absolument folle, qui peut-être est en campagne électorale, on ne sait pas encore s'il est candidat, mais en tout cas, quand on a vu ces images, notamment dans les quartiers nord, on se souvient quand même de ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec cette gifle qui a fait tant d'images. Eh bien, il continue d'y aller, d'être au contact, de faire des selfies, et ça, je dois dire, c'est assez unique en Europe. La gifle, elle avait choqué à l'étranger, en Suisse par exemple? Ah, je crois oui, en tout cas chez nous, elle a choqué parce que c'est quand même la preuve. Avant tout, elle n'a pas tellement choqué parce que Macron était giflé, mais parce que c'est le révélateur du niveau de colère dans le pays. Et c'est cette idée très suisse que la France est un pays incandescent et qu'elle danse en permanence sur un volcan. 19h33, on passe au mot de la semaine. Le mot de la semaine. Fini de buller, c'est le jour de la rentrée aujourd'hui pour quelques 12 millions d'élèves. Rentrée pour les élèves. Et voilà donc l'heure de la rentrée scolaire. 12 millions d'élèves font leur rentrée. La rentrée, c'est notre mot de la semaine. On dit souvent que les petits Français sont ceux qui travaillent le moins à l'école, ceux qui ont le plus de vacances. Alors c'est vrai, si on regarde les chiffres, la France reste parmi les pays de l'OCDE où l'on compte le moins de jours d'école, 162 contre 185 en moyenne. Est-ce que vous diriez autour de la table que les petits Français sont pour autant des feignants, Brigitte? Non, je pense que c'est pas ça, parce qu'ils ont des très très longues journées en fait. Et oui, des beaucoup d'heures d'école, plus que les autres pour le coup. Donc je pense que c'est reparti d'une manière pour faire effectivement beaucoup de vacances, pour partir beaucoup, ou ça peut aussi poser un problème pour les parents. Mais effectivement, les jours sont pour moi, en tant qu'Allemande, choquants, parce que moi par exemple, quand je rentrais à 13h. Et parfois, j'avais école l'après-midi, mais j'avais une belle enfance. Et c'est vraiment autre chose quand je vois les jeunes. Et alors, les Allemands se disent quoi? Surtout pas l'école française? En fait, on s'approche parce qu'en Allemagne aussi, les femmes doivent travailler de plus en plus. Du coup, on a aussi maintenant de plus en plus de travail dans l'après-midi. Mais je pense que ce qui nous choque, nous, étrangers, par exemple, en France, pour nos enfants, c'est effectivement de les envoyer vraiment toute la journée à l'école, de ne plus les voir. Et après, c'est encore les devoirs. Juan José, en Espagne En fait, toute la journée à l'école, en France, on grosso modo les mêmes horaires qu'en Espagne. C'est-à-dire, on termine entre 16h et 17h l'après-midi, et on commence vers 9h du matin. Donc, un peu plus tard que chez Voilà, nous. mais grosso modo, on a les mêmes horaires. Mais c'est vrai que ce qui nous choque, nous, c'est la semaine de 4 jours, parce que ça n'existe pas du tout en Espagne. C'est de lundi à vendredi. Et ce qui nous choque, c'est le rythme. Vous avez tous les 6 semaines, 2 semaines de vacances, ce qui n'existait pas du tout en Espagne, sauf dans une petite région qui essayait de le faire et n'a pas marché. Il a dû revenir en arrière pour continuer avec le système espagnol, c'est-à-dire des vacances à Noël, quelques jours en février, et puis des vacances en avril, et puis voilà, on attend l'été. Donc très peu de vacances pendant l'année scolaire pour les Espagnols. Paolo, trop de vacances pour les petits Français?
Écoutez, je pense que c'est une grande chance qu'ils ont, les petits Français, d'avoir des vacances et ils peuvent rester en famille et faire d'autres activités tout à fait instructives qui ne sont pas celles qu'on fait sur les bancs d'école. Et moi, j'ai eu la chance de fréquenter le système français et tous mes potes italiens, parce que c'était le lycée français de Rome. Donc, tous mes potes italiens me jalousaient parce que moi j'étais très souvent en vacances parce que j'avais les mêmes vacances que les Français et ils me disent mais tu fous rien, etc. Moi je dis non, c'est absolument pas ça, c'est juste que quand je vais à l'école j'y vais beaucoup plus que vous sortez à midi et demi, 1h et moi j'y restais, je me souviens déjà à l'époque jusqu'à 16h. Donc, Richard, en Suisse on regarde ça comment ? On regarde ça pas avec, je dirais, inquiétude par rapport à la durée des vacances, pas avec jalousie non plus. Pas envie, non. Ce qui par contre est frappant, et ça rejoint l'avis de ma collègue allemande, c'est un certain masochisme scolaire français. Vous vous rendez compte que dès le début de la rentrée, les élèves viennent d'arriver en classe, on commence par leur dire « vous êtes mauvais en maths, vous n'êtes pas assez bon, vous n'avez pas des bons résultats ». Punaise, comment donner confiance aux enfants avec de telles réflexions? Ça, par contre, vu de Suisse, c'est très choquant. Nous, on a un système où on cherche plutôt à valoriser les enfants, à leur donner confiance, plutôt que de leur appuyer sur la tête en disant « attention, tu ne vas pas y arriver ». Alors, oui, vraiment, moi, j'ai beaucoup souffert de ce système français qui est très, très compétitif. C'est-à-dire que, contrairement au système italien, où on cherche justement de faire équipe, d'élever tous les élèves, ici, il y a un système qui est plutôt orienté sur mais ça vient de quoi, des notes ? D'une forme de compétition entre déjà tout jeunes, élèves tout jeunes. C'est les notes qu'on donne déjà tout jeune, on a des notes en fait. On a des notes et c'est très compétitif. Il n'y a pas de notes en Allemagne. Je crois, je ne sais pas si ça a changé, mais les premières 4 années, on n'a pas vraiment de notes et c'est pas vraiment important. Et du coup, dès qu'on sait qu'on est noté, qu'on est comparé, ça met une grande pression. Alors effectivement, la France n'est pas toujours terrible dans les classements internationaux. Parmi les bons élèves en la matière, on cite souvent Singapour. Embarquement immédiat. Bonjour Philippe Daubrard, vous êtes le correspondant d'RTL en Asie. Singapour, numéro 1 des classements internationaux, souvent en tout cas, notamment quand on parle des maths. Pour autant, ce n'est sans doute pas l'endroit où les élèves sont le plus heureux, loin de là même, j'ai envie de dire. Ah oui, Amandine, le système éducatif singapourien est basé sur la méritocratie, mais la course à l'excellence commence dès le plus jeune âge, comme l'explique Anthony Chaumusot, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France. Les premiers examens ont lieu à l'entrée dans l'élémentaire, juste après la maternelle. Il faut vraiment avoir des très bons résultats ou rejoindre les meilleures filières. Ça encourage une compétition intense entre les élèves. Ça peut nuire aussi à la créativité et à l'innovation des plus jeunes. Et ça met en place un système de soutien scolaire qui conduit les enfants à passer beaucoup d'heures au-delà de l'école à essayer d'améliorer leur performance. Oui, alors le marché du soutien scolaire est une véritable poule aux œufs d'or ici pour les professionnels de l'enseignement privé, un gouffre financier pour les parents et ces cadences infernales sont lourdes de conséquences pour les familles. Le docteur Chong, conseiller auprès du ministère de la Santé singapourien, le constate régulièrement. J'ai beaucoup de patients qui sont hyper stressés l'année où leurs enfants passent les examens décisifs. C'est hyper stressant pour les parents comme pour les enfants. Depuis ces dernières années, nous sommes de plus en plus alertés sur les conséquences sur la santé mentale des enfants. J'ai constaté pour ma part le comportement de certains enfants qui se coupaient, se mutilaient volontairement en me disant que la douleur était bien moins pire que celle qu'ils vivaient au quotidien. C'est une pression psychologique et sociale dont le gouvernement commence à prendre conscience. On avait l'habitude de publier la liste des meilleurs élèves des 3 examens fondamentaux, mais récemment, le ministère de l'Éducation a décidé de ne plus rendre public le nom des meilleurs. Et les mesures récentes prises par la Chine visant à interdire les cours en dehors du temps scolaire ont fait grand bruit à Singapour. Elles pourraient bien faire école dans la cité-État. Merci beaucoup Philippe Daubrard, le correspondant d'RTL en Asie. Quand on entend ça, Richard Verly, on se dit la France en est loin quand même. Vous parliez de la pression sur les petits Français. Il y a pire. Alors, moi, j'ai été correspondant au Japon, oui. J'ai suivi ça, c'est comme ça que ça se passe au Japon, c'est comme ça que ça se passe en Corée, également en Chine. Il y a quelque chose de très asiatique par ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans des sociétés qui placent l'éducation avant tout, et la fierté de la famille, c'est d'avoir les enfants en tête. Néanmoins, en France, si on compare au reste des pays européens, il y a quand même aussi cette obsession de la sélection permanente. Je ne sais pas si c'est la compétitivité, mais on veut toujours à la fin que ça finisse par un classement où, si possible, son fils ou sa fille termine dans les 5 ou les 10 premiers. Ça, je dirais
dirais que vu de Suisse, c'est tout à fait étranger. C'est pas à ça que les parents pensent quand ils déposent leurs enfants en classe. 19h40 sur RTL, vous restez avec nous. Ils refont la France continue dans un instant. Allez, on part en voiture. À tout de suite. RTL. Ils refont la France avec Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Ils refont la France et avec nous ce soir, je vous le rappelle, Brigitte Holzer, Richard Verly, Juan José Dorado et Paolo Levi. Le chiffre de la semaine, c'est tout de suite. Le chiffre de la semaine. Et notre chiffre cette semaine, c'est 30, comme 30 km/h. C'est la limite désormais à Paris depuis lundi. L'occasion pour nous ce soir de parler des Français au volant. Brigitte, vous diriez quoi? Gentleman ou chauffard, les Français au volant? Ça fait rire en fait le français au volant parce que en tout cas les Allemands, je pense, parce que quand vous prenez le périph', par exemple, la personne qui vous double à droite et 3 secondes plus tard à votre gauche, et on parle beaucoup des voitures à bosses qui ont des bosses dans Paris, donc avec des cabossés. Cabossés, oui. Après, je pense que c'est pas forcément, c'est un peu exagéré parce que c'est pas forcément. Il y a des belles voitures à Paris. Oui, comme on dit que les Allemands roulent vite. Effectivement, c'est pas le même respect des règles. Juan José, on est quoi en France, chauffard ou? À Paris, on est plutôt chauffard. Oui. Plutôt pas mauvais conducteur dans d'autres villes françaises, mais c'est pareil en Espagne. On est très conducteur là-bas. Alors vous êtes ceux qui klaxonnent le plus en Espagne. On klaxonne, oui, on klaxonne beaucoup, c'est une réalité, mais on respecte peut-être plus les feux rouges, on passe par l'orange, on s'arrête au passage piéton, chose qu'en France, ou au moins à Paris, c'est pratiquement impensable. Donc il faut faire très, très attention. Donc je pense qu'en France on est plutôt chauffard, sachant que de toute façon effectivement en Espagne on est aussi très, très conducteur et qu'on voit très mal ces histoires des 30 km/h, même si nous on fait parfois pire, puisque dans le centre-ville il y a des rues qui sont limitées à 20 km/h. 20 km/h en Espagne. 20 km/h, c'est une loi qui est passée au mois de novembre dernier en Espagne. Donc nous dans la ville c'est 20, 30 ou éventuellement 50. Bon, je disais, les Espagnols sont ceux qui klaxonnent le plus, les Français sont ceux qui prononcent le plus d'insultes, de gros mots au volant. 70% des Français, si l'on en croit une étude qui a été publiée par Vinci Autoroute. En Suisse, j'imagine que c'est beaucoup plus soft. Les Suisses sont comme les Allemands, ils roulent vite mais ils s'arrêtent au feu rouge. Et ils respectent en gros la signalisation. Et quand ils viennent en France, ils sont tous frappés par une chose, c'est la colère des automobilistes français. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, le type commence à vous gueuler dessus. Et ça, je crois que c'est le plus faux. Je ne sais pas si les Français conduisent mal, je suis incapable de le dire, plus mal que les Suisses ou autres, j'en sais absolument rien. Mais franchement, le niveau de colère, cette capacité... Le Français est agressif au volant. Agressif au volant, ouvrir la porte de la voiture, commencer à vous incendier. Ça n'existe pas en Suisse ou ailleurs même. Non. En Suisse, on vous roule dessus, mais tranquillement. En Italie, Paolo, quand même, en Italie, on dit toujours que c'est l'enfer de conduire. Oui, en Italie, il y a une grande césure entre le nord et le sud. Le nord, à Milan, c'est vraiment une conduite presque semblable à celle de la Suisse. Et en revanche, à Rome, à Naples, c'est beaucoup plus style chauffard. Mais on est choqué par la conduite des Français, comme on peut l'être en Suisse ou pas? On n'est pas du tout choqué. Je trouve qu'à Paris, ils sont assez bons. Même si, exactement comme en Italie, il y a ce niveau de colère. On a presque l'impression qu'on utilise, disons, on exploite le trafic routier comme pour extérioriser quelque chose. Extérioriser toutes les frustrations, etc. Après, moi, quand ils m'insultent, au lieu de répondre avec une insulte encore plus grosse, je vais tout doucement chez eux et je leur dis pardon. On commence à bavarder, ils deviennent des agneaux. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Oui. C'est assez drôle. J'étais sur les Champs-Élysées avec mon scooter Vespa. Et le vrai italien. Il y avait des embouteillages monstres parce que c'était l'époque des grèves avant la pandémie. Et il y avait une grosse moto immense, de ces motos-taxis vraiment qu'on dirait presque un autocar, en face de moi. Moi, je devais venir à RTL pour l'émission. J'étais vraiment en grand retard. Et j'avais le couloir tout droit. Je regardais l'Arc de Triomphe devant moi et j'avais 5 minutes. Et ce gros mototaxi se place devant moi et me bouche le couloir. Moi, j'ai pas pu retenir ma colère et j'ai commencé à l'insulter. Vous êtes devenu un peu français alors là. Et j'ai commencé à l'insulter, mais vraiment méchamment. Et le type qui était derrière se tourne, il lève le casque et c'était le président de la République, François Hollande. Non. Il me fait un grand sourire et me dit « Monsieur,
Allons-y tranquillement, on va y arriver. Et bref, ce fut vraiment pour moi... Vous voyez la différence entre les correspondants italiens et nous, c'est que quand ils sont sur les Champs-Élysées, c'est François Hollande qui est derrière. Et ils sont en Vespa. Est-ce que vous savez quelle est la chanson que les Français chantent le plus en voiture? Une idée ou pas? Pas vraiment. Non? Bon, allez, écoutez. Jean-Jacques Goldman, si vous êtes justement en train de nous écouter dans votre voiture, sachez-le, c'est la chanson qu'on chante le plus ici en France en voiture. Numéro 2. Et comme on aime la diversité, numéro 3, c'est ça. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des Le sorts. français est éclectique, on va dire ça, dans ses choix au volant. Vous chantez au volant? Non, parce que moi j'ai un scooter, mais Peugeot. Ça, c'est bien. En Italie, c'est le pays où on passe le plus de temps en voiture en Europe. 49 000 heures dans une vie pour un Italien, Paolo. Ça vous étonne? Ça ne m'étonne pas parce qu'il y a là-bas aussi des embouteillages monstres, mais tout le monde chante en voiture et à bord des scooters. Et c'est très drôle parce que notamment à Milan, où il y a une grande tradition de radio, et les radios disent aux Milanais qui vont au travail, maintenant faites le jeu des feux. Et donc à 8h du matin, on voit tous les Milanais qui font, dans les embouteillages, ils font, je sais pas, 3 clignotements de feu, ensuite un coup de klaxon. Et donc l'embouteillage devient une grande fête cathartique avant le travail. Et ben voilà, si vous êtes justement en train de nous écouter dans les embouteillages, tiens, ça peut être une idée, ou alors vous écoutez un peu de Goldman, ça fait du bien. On se retrouve dans un tout petit instant, 19h49 sur RTL. On va parler de nos voisins anglais. Tiens, ils ont trouvé une solution pour lutter contre les chewing-gums par terre, figurez-vous. À tout de suite. RTL, ils refont la France. Avec Amandine Bégaud. Amandine Bégaud. Ils refont la France sur RTL. Et avec nous toujours ce soir, Brigitte Holzer, Richard Verly, Juan José Dorado et Paolo Lévy. Arthur Asquin nous a rejoint. Bonjour Arthur. Bonjour Bonsoir. Amandine, bonsoir. L'idée qu'on pourrait leur piquer. L'idée qu'on pourrait leur piquer. Chaque semaine, Arthur, on s'arrête avec vous sur 2 initiatives prises à l'étranger, de bonnes idées qu'on pourrait, ou pas d'ailleurs, dupliquer ici en France. D'abord, une brigade anti-chewing-gum. Et oui, le job de ces brigades au Royaume-Uni, c'est d'arracher les déchets collants, les chewing-gums qui couvrent 90% des rues britanniques. 90% 90%. Dans 90% de rues, il y a des chewing-gums collés au sol. Un combat mené par Boris Johnson en personne qui parle d'une acné monstrueuse. Rendez-vous compte, rien que sur Oxford Street à Londres, il y a pas moins de 300 000 chewing-gums collés au trottoir. Alors, ces brigades seront dirigées par une organisation caritative financée par les fabricants de chewing-gum eux-mêmes. Et attention, dès à présent, si jamais vous êtes pris en train de jeter par terre votre gomme à mâcher, l'amende sera salée, 150 livres sterling, et ça peut monter à 2500 si vous passez devant un tribunal. C'est sévère, mais c'est toujours moins sévère qu'à Singapour, où les chewing-gums sont tout simplement interdits. Deuxième idée qu'on pourrait leur piquer, cette fois la Californie qui a décidé de payer ceux qui se droguent. Et oui, les payer pour qu'ils arrêtent de se droguer, pour qu'ils restent sobres. L'objectif, évidemment, c'est de faire reculer le nombre d'overdoses causées par les drogues, en particulier les opioïdes. Il y a eu 91 000 overdoses l'an passé aux États-Unis liées aux opioïdes. Les volontaires se feront tester régulièrement pendant une période donnée. À chaque test négatif, ils recevront quelques dizaines de dollars et un bonus de $100 à la fin si tout s'est bien passé. C'est un système qui a déjà été expérimenté parmi des vétérans de l'US Army tombés dans la drogue. Les résultats se sont avérés très concluants. C'est ce qui pousse les autorités californiennes à élargir le dispositif. Et il y a urgence, rien qu'à San Francisco, 699 personnes sont décédées d'une overdose d'opioïdes en 2020. Merci beaucoup Arthur. Qu'est-ce qu'on pourrait dupliquer ici en France? L'idée des chewing-gums, payer les toxicomanes, qu'est-ce qui vous a fait réagir, Brigitte? Je pensais plutôt, pas forcément aux chewing-gums, mais aux crottes de chien aussi. Les enlever, c'est pas trop mal. Non. Paris est une ville sale, par exemple, on le dit souvent, c'est vrai? En tant qu'étranger, c'est ce qui se dit? Oui, mais c'est aussi en Allemagne, et les chiens sont, ou plutôt les personnes qui y tiennent, les chiens sont pas forcément beaucoup mieux. Non, elle a beaucoup perdu en propreté, la ville de Paris, depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. Ça, c'est une réalité pour ceux qui vivent ici depuis très longtemps. Mais sur les 2 idées dont il a parlé, je garde la deuxième, payer les toxicomanes, dans le sens où effectivement ça coûte moins cher de payer un toxicomane pour qu'il soit désintoxiqué que de payer des traitements à très long terme. Il va y avoir de la fraude, forcément, mais c'est peut-être une idée qu'il faut mettre en place quand on voit que les centres de chute dans certains pays, ça marche, dans d'autres, on ne veut pas.
le cas de Paris, par exemple. Donc c'est peut-être une bonne idée à mettre en pratique aussi. Richard ? Oui, je pense que cette idée californienne, il faut la relier au niveau de pauvreté des toxicomanes aux États-Unis. Parce que les sommes qu'on a entendues sont quand même des petites sommes. Oui. Moi, j'ai une interrogation parce qu'il y a quelques temps, en Suisse, je me souviens avoir lu un article, on se demandait mais où sont passées les motocrottes parisiennes, vous vous souvenez ? Mais bien sûr. Parce qu'à une époque, c'était une révolution, on les voyait partout. On les voit plus, elles sont où ? Quelqu'un les a rachetées, elles sont dans des garages ? Et ça n'existe pas chez vous ? Non, c'était pour ça que c'était une particularité française. À un moment donné, figurez-vous que lorsqu'il y en avait eu à Paris, je crois sous la municipalité Chirac, me semble-t-il, une ville suisse, en l'occurrence Zurich, s'était équipée de motocrottes. Je ne sais plus où elles en sont à Zurich, mais en tout cas en France, on les voit plus. Paolo, vous retenez quoi, vous ? Non, écoutez, moi j'ai eu la chance de vivre à Paris dans les années 90 et d'y vivre aujourd'hui. Il faut quand même avouer que le niveau des crottes a baissé quand même de façon spectaculaire. Je ne pensais pas qu'on allait parler de ça, mais... Non, mais... Donc les Parisiens font des efforts quand même. Et ailleurs, les villes françaises sont des villes sales ou pas ? C'est une ville, pour qui a un chien, c'est vraiment difficile parce que les jardins, le vert public n'est pas non plus partout. Il y a un petit jardin, je vois les résidents dans le Marais, ils ont un petit jardin de rien du tout, c'est un timbre. Où ils sont tous avec leurs chiens, c'est impressionnant. Donc voilà, et... Pourquoi on parlait de ça ? Mais parce que c'était la bonne idée. La bonne idée avec les chewing-gums, la brigade spéciale anti-chewing-gum. Avant de terminer cette émission, Juan José, vous, l'amateur de foot, le passionné de foot, journaliste aussi sportif, je voulais vous poser une petite question. Messi à Paris, c'est la revanche de ce qu'on a appelé la Farmers League, qu'on a appelé la Ligue 1, était souvent critiquée par les Britanniques, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, qui disaient c'est un championnat de fermiers. C'est comme ça qu'on traduit cette expression Farmers League. On prend notre revanche, non, avec Messi ? Non, vous ne la prenez pas. Vous avez pris un prêt retraité à 41 millions par an. Vous êtes gonflé. Ce qui est pas vous mal. vouliez pas le Même garder. si c'est le meilleur joueur au monde, mais ce n'est pas parce que Messi et Neymar sont là que le championnat de France va s'améliorer du jour au lendemain. 2 900 000 téléspectateurs en Espagne pour Reims PSG. C'était pas le plus grand match de la Terre. La première fois qu'un match de la Ligue 1 était retransmis en direct en Espagne. Donc ça veut bien dire quelque chose, non ? Non, ça veut dire que Messi attire le public espagnol encore et français. Mais ça ne veut pas dire que la Ligue 1 a gagné des entiers. Vous restez quand même le 7e pays européen derrière le Portugal, par exemple. Non, moi je suis tout à fait d'accord. Alors c'est vrai que venant d'un pays qui a récemment battu la France... Oh non, ça va. On ne va pas vous le répéter. Oh, vous êtes mais Messi, c'est une marque qui a acheté le PSG. C'est une marque formidable qu'ils vont sans doute savoir développer. Mais attendons de voir ce qu'il va faire sur le terrain. Il a été grand. Est-ce qu'il l'est encore ? Je ne le sais pas. Et l'Allemagne qui gagne toujours à la fin ? C'est ça, peut-être pas cette fois-ci, mais moi j'appellerais plutôt Paris Saint-Germain, Qatar Saint-Germain en fait, parce que c'est quand même les millions de Qatar qui payent tout ça. Bon, merci à tous les quatre infiniment d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro d'Ils refont la France. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus ici sur RTL. Dans un tout petit instant, ce sera le flash rappel de l'actu avec Aude Vernuccio. Grazie, merci. Merci à vous. Merci. Hasta pronto.